Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. S'il y a bien une thématique qu'il est difficile d'aborder lorsque l'on est un homme, c'est la sexualité. En créant ce podcast, il était évident pour moi de parler et d'échanger sur ce sujet. Mais avec qui ? Et puis l'univers a mis sur ma route Jean-Philippe Ruette. Lorsque j'ai visionné sa conférence TEDx sur « Pourquoi faire l'amour ?», que je vous recommande chaudement au passage, je suis à vrai dire tombé amoureux instantanément du personnage. J'avais donc envie de le découvrir et de vous le faire découvrir. Avec sa partenaire Julie Tremblay, ils sont l'auteur du livre « Cœur et sexe enfin réconciliés » et ils accompagnent les hommes et les femmes à se tourner vers une sexualité connectée. Ou comment se sortir de la performance, du mental, de cette mécanique parfois froide à laquelle nous avons pour la plupart été éduqués, pour aller vers plus de conscience de soi et de l'autre. C'est sur ces sujets que mon invité nous éclaire de ses lumières et de sa présence, pour une interview tout en volupté, avec l'humour, la légèreté, mais également la profondeur qui caractérise Jean-Philippe. Bonne écoute et bonne année. Salut Jean-Philippe. Hey, salut. Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Ouais. Je sais que tu es un habitué et j'ai instauré un peu ça dans les précédents épisodes, mais du coup, comment ça va ? Quel est ton check-in, comme tu dis, ta météo intérieure, ta météo du jour ? Check-in, c'est intéressant. Beaucoup ici au Québec, peut-être ailleurs aussi, mais il y a pas beaucoup de lumière, donc je me sens beaucoup intériorisé. Donc, certaines doses d'inconfort à l'approche des vacances, puis c'est un peu sorti de la routine. J'ai hâte d'être en vacances, mais en même temps, c'est une page blanche, donc je sais pas trop. Ouais, c'est un check-in. Un rapide check-in. Ouais, je sens un besoin de me poser. Ouais, il y a ça qui est là. Ouais, c'est ça qui est un besoin de me poser puis de reprendre mon souffle. Ça a été un gros automne. J'ai eu beaucoup de week-ends, de formation, de travail. Enfin, ça. Ouais. Besoin d'intégrer aussi. Merci. J'avais envie de... Moi, j'aime bien quand on entre direct dans le sujet, on va dire. J'avais du coup envie de te poser, cette première question. C'est quoi la sexualité consciente ? Ouh là! Ouais. En partant, ben, j'aime pas trop les étiquettes, m'enfermer dans les étiquettes parce que, enfin, après ça devient, tout le monde y rajoute des choses dedans. Donc, j'aime ça changer d'expression pour justement pas m'habituer, mais pour répondre à ta question, je dirais, c'est une sexualité pour moi où c'est pas alimenté par la tête, c'est plus alimenté par la présence, que j'appelle la présence, l'amour, en fait. Pour moi, ça a été une transition de passer de la tête au cœur, puis c'est pas facile de définir la présence, mais c'est en fait mon essence ou ce qui est en dessous de tout. Quand j'enlève les pensées, les émotions, il reste une vibration silencieuse, quelque chose qui goûte comme si c'était ma maison, en fait. Ouais, me sentir à la maison. Loin quand je suis dans mes pensées, souvent je vais être ailleurs, passé, futur, dans mes émotions aussi, ça peut m'emporter. Tout ça, c'est bien, mais en même temps, c'est bon pour moi de garder un ancrage avec
cette présence-là. Puis donc, quand la sexualité est... Quand j'essaie de créer une connexion à part ma tête ou... je parle avec mes mains. J'accroche le micro. Julie, ma copine, a dit que je suis pas capable de parler si j'ai les mains attachées. Ouais, c'est ça. Si j'essaie de connecter, de créer une connexion par la tête ou c'est pas nourrissant, ça reste en surface. Donc c'est pour ça que si j'ai plus la connexion est profonde à partir d'un espace que j'appelle la présence, c'est ça pour moi qui crée le plus de partage puis qui vient vraiment nourrir en profondeur, en fait. Répondre aux besoins de je pense c'est de lien avec soi, tu sais. Puis aussi en se prolongeant par le lien avec l'autre, dans le fond. C'est comme si quand t'arrives dans la présence, t'arrives ça fait drôle de dire arriver parce qu'en fait, je suis déjà là. Quand j'arrive, je veux dire quand j'arrive dans la présence, ben j'arrive dans cet espace-là où tout est relié, tu vois. Donc, quand je me connecte avec moi, en même temps, je me connecte avec l'autre parce que à cet endroit-là, c'est ça qui nous relie tous. Moi, est-ce que je peux dire pour commencer? Je sais, ça attaque fort. Mais du coup, tu parlais, t'aimais pas les étiquettes, ou en tout cas garder les étiquettes. C'est quoi ton étiquette du moment? Mon étiquette du moment. Ou les autres mots que tu peux utiliser pour sexualité consciente. Pour le... Ouais. Je dirais sexualité connectée. Pour le moment, c'est ça. Ouais. De connexion, mais c'est... Et tu parlais justement de passer de sa tête à son corps. Comment on fait, en fait? Comment t'as fait, toi? Est-ce que t'es toujours en chemin, d'ailleurs? Oui, c'est ça. C'est un voyage, en fait. C'est pas une destination, là, parce que je pense pas qu'il y ait de limite à la profondeur ou à la profondeur de connexion avec soi qu'on peut atteindre. C'est comme si dans la présence, on entre dans quelque chose qui est infini. C'est une descente vers l'intérieur, je te dirais. Dans notre société, je trouve qu'on on nous encourage beaucoup à explorer l'extérieur. Puis il y a pas tant de place que ça pour explorer l'intérieur, mais donc ce voyage-là, pour passer de la tête au cœur, on peut dire ça, c'est une descente vers l'intérieur. Ça demande à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Puis pour moi, ça a commencé avec la respiration. Juste observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps tout le temps. Par exemple, avec mes yeux, je vois la pièce, mais avec mes yeux à l'intérieur, je vois une autre pièce, tu vois, de garder un équilibre entre l'extérieur puis l'intérieur, puis peu à peu, tu vois, de devenir familier avec cette pièce-là, que je pourrais dire, qui est à l'intérieur de moi, tu sais. Fait après ça, ben, moi, mon métier, c'est cartographie, donc j'aime bien faire des cartes, tu sais, puis, donc tu peux faire même une sorte de cartographie intérieure, tu t'observes un peu les parties de ta personnalité qui discutent entre elles, qui ont des émotions, qui vivent des déclenchements, tout ça, c'est comme un grand théâtre à l'intérieur quand je suis connecté à mon ancrage, c'est la présence, je peux être témoin, observer, un témoin, puis me donner, si tu veux, donner de l'empathie à tous ces acteurs-là de mon théâtre intérieur, tu vois, qui sont là, puis c'est ça qui crée un peu de la... en faisant ça, je m'offre de l'amour inconditionnel, puis donc tout ça, peu à peu, se pacifie, si tu veux. Il y a moins de drame intérieur, puis tout doucement, tu glisses dans
l'état, quand je suis vraiment connecté à mon état de présence, t'es comme dans une espèce de joie, de quiétude, ou juste d'être là, c'est bon. Il y a pas besoin de... C'est comme un espace de non-désir, tu vois. Bon, ça dure pas très longtemps, je te dirais. Il y a beaucoup de... les pensées reviennent. Ouais, c'est ça. Tu fais des plongeons, puis... Mais c'est ça, quand t'es connecté à ça, c'est ça qui est ressourçant, tu vois. Si tes batteries sont vides, peut-être que c'est d'arriver à vraiment... Tu sais, c'est comme si ton identité, au début, c'est peut-être tes pensées, et pas ça tes émotions, ou les deux, puis plus ça va, plus tu t'identifies à ce que t'es en dessous de ça, tu sais. De savoir qui on est, de se connaître, si j'entends. Ouais. Et moi, forcément, en tant que praticien et pratiquant la méditation de pleine conscience, ça me fait beaucoup penser à ça. Et c'est les pratiques par lesquelles t'es passé, justement, pour aller vers une sexualité plus consciente ou connectée. Ouais. Ben, on a commencé... moi, j'aime beaucoup apprendre avec les livres, donc... ça a été les lectures, puis dans tous les livres, ils parlent de respirer, mais c'est surtout de faire les choses, de passer par le corps, tu vois. Parce que avant, puis tu sais, j'ai encore des fantasmes, tout ça, mais je me sens moins identifié à ça, tu sais. Les fantasmes, c'est comme des facettes de ma personnalité qui ont envie de faire des choses, qui ont des demandes ou des besoins, tu sais, puis... mais quand je suis juste là-dedans, c'est comme si je faisais l'amour plus avec ma tête ou pour répondre à jouer dans des films qui se passent dans ma tête plutôt que vraiment de faire l'amour avec mon corps. Tu vois. Dans la tête, tu peux avoir tout un agenda, mais en fait, je me suis aperçu que même si tu réalises des fantasmes, c'est toujours mieux quasiment dans ta tête que dans la réalité. Puis ça laisse, ça nourrit pas son âme. Je sais pas comment dire ça, mais tu restes avec une faim qui est pas comblée en fait. C'est ça. Donc essentiellement dans les livres que j'ai lus, donc Barry Long puis l'œuvre de Diana Richardson, on parle beaucoup de ralentir pour mieux ressentir, puis de sortir de la course à l'orgasme qui est un peu le moteur de la sexualité un peu comme que tout le monde connaît. Donc de sortir de cette course-là ou cette espèce de parcours obligé, ça te permet vraiment de prendre ton temps puis d'explorer un espace inconnu, qui est inconnu pour moi, c'est ça. C'est puis de vraiment sentir l'amour qui circule puis qui vient te remplir, en fait. Je sais que c'est pas ça qui arrive, mais c'est plus une façon de l'imager, mais ça m'amène à me connecter à ma propre source, tu sais, qui à l'intérieur me remplit, puis je sais que c'est la même chose pour elle. C'est comme si l'orgasme est un... Je dis pas que l'orgasme c'est pas bon puis faut pas en avoir, c'est pas ça que je dis, c'est juste de pas le poursuivre à tout prix. Que ce soit pas un objectif à tout prix. C'est ça. Voilà. Parce que c'est bon l'orgasme, mais si je m'entête à le pourchasser, en fait, c'est que ça me garde dans une ornière qui est toujours la même, tu sais. Puis tôt ou tard, ça va me prendre plus de sensations fortes, plus de, tu sais, j'entre dans une course à la consommation, si on veut, tu sais, qui est très, très dans notre... calqué un peu sur notre modèle de société. Ouais, tout à fait. Faut toujours qu'il y ait de la croissance. Donc là, c'est une approche qui est vraiment plus dans se reposer, se relaxer, puis laisser ce qui circule naturellement entre nous prendre de l'expansion. Au lieu de forcer, de créer beaucoup de tension pour arriver à me
pousser dans un chemin, puis à presser le citron, si on veut. Là, c'est vraiment plus, on se relaxe, on laisse les choses venir, puis nos corps peuvent prendre de l'expansion, tu vois. Puis la détente permet que l'amour circule beaucoup plus facilement, puis je vais dire encore, nous remplissent l'un et l'autre. Puis là, ben, tu sens là, que je le sens, c'est comme si les racines des cheveux là, frétillent. Là. Il y a comme quelque chose qui... Ouais, c'est difficile de... Dans une interview, j'aimais bien ce que tu disais, c'était changer de paradigme et dans la sexualité, être pour faire et non plus faire pour être. Et j'aimais beaucoup cette oui. Il y a trop de faire dans faire l'amour, si tu veux, habituellement, donc... Oui, et pour un homme, en plus, il y a cette espèce de pression dans la sexualité conventionnelle, comme tu disais tout à l'heure, de la performance, de l'atteinte de l'orgasme, de cette sexualité mécanique, robotique, où c'est il y aurait des comme on dit, des schémas à respecter pour que tout se passe bien, pour aller jusqu'à l'objectif, justement. Et quelle pression qu'on se met, ou c'est qui vient par défaut avec les modèles, là, c'est fou, là, tu vois. J'ai entendu des hommes, tu sais, puis je me suis observé aussi, là, dans, tu sais, stress de performance, d'anxiété, c'est vraiment, alors que c'est tellement pas ça, finalement, qui nous fait du bien, tu sais. C'est vraiment l'inverse. Puis quand on arrive à prendre conscience de ça, tout le fardeau de faire, d'être parfait, tu sais, puis d'avoir l'érection, tu sais, ou de le faire même à un certain niveau, on parle plus de combien de fois que je vais pouvoir avoir un orgasme dans la soirée. C'est la performance. Ouais, on calcule, on mesure, puis ce qui est difficile aussi, c'est que quand on arrive dans la sexualité comme ado ou jeune adulte, la plupart du temps, les deux partenaires sont un peu convaincus que c'est cette façon-là qui est la seule, puis qui dans laquelle on s'engage, tu sais. Puis ça prend un certain temps avant de remettre ce modèle-là en question. Tu sais. Oui, ça passe par l'éducation et l'éducation sexuelle, pardon. Ben, ça passe aussi par les déceptions, tu sais. Se rendre compte dans son corps que c'est pas si bon que ça, en fait, ou ça... J'y pense beaucoup, mais ça dure pas longtemps, puis je me sens pas, en tout cas... Ouais. C'est beaucoup les femmes qui s'en plaignent, parce que c'est comme un peu les premières à... Comme faire l'amour se passe en elles. C'est comme si c'est plus la sexualité conventionnelle, c'est plus un monologue qu'un vrai partage. Souvent, la dimension du cœur est un peu évacuée. Parce que si le mental est dans l'équation, c'est comme il va prendre la place du cœur. C'est plus ça qui alimente le truc. Donc, on est plus dans... Le mental, c'est un peu comme un ordinateur, tu vois. Donc, il cherche à réaliser un programme. Donc, c'est plus des choses qui sont schématisées, mécaniques. Ça manque de bio, là, tu sais. Ça manque du côté vivant, là, qui est pas... tu vois, dans un ordinateur, je travaille sur un ordinateur, mais c'est carré, tu vois. C'est réglé, c'est minuté, tandis que dans la vie, tout est fait en courbe. C'est des vagues, c'est des vibrations, c'est quelque chose de... Donc, quand on arrive à sortir du mental, puis c'est vraiment... c'est un défi, là. C'est un vrai défi, sortir du mental pour faire l'amour, parce que
Tu peux pas dire, 5 minutes avant de faire l'amour, bon là, j'ai couru comme un fou toute la journée, là, tout d'un coup, pouf, je fais le switch, puis tu sais, c'est pas si simple. J'aimerais ça que ça le soit, mais c'est pas si simple, en fait. Donc, je dirais que moi, ça m'a demandé de mettre en place une pratique personnelle, justement. Tu parlais tout à l'heure de, je me souviens plus comment tu disais ça, mais donc, pour cultiver justement ma présence, ma connexion avec cet espace-là de présence en moi. Et est-ce que aussi ça passe par avant de, on va dire, se tourner ou s'ouvrir vers son ou sa partenaire, est-ce que ça passe par aussi redécouvrir sa sexualité en mode solo, mais en conscience, de passer par... on a beaucoup cette image de la masturbation masculine comme quelque chose de... J'aurais presque envie de dire de honteux, en tout cas, voilà. Est-ce que ça passe quand même par... bon, en fait, je pose cette question en toute honnêteté, parce que en étant pratiquant en méditation, forcément, ça m'a amené à découvrir le plaisir solo en pleine conscience. Et effectivement, sortir dans le mental pour redescendre dans le corps et être focalisé en fait sur mes sensations. Et je trouve que ça change totalement en fait la donne. Il y a se reconnecter à son corps, et je sais que je l'ai vécu parce que malheureusement, comme beaucoup d'hommes, j'ai été éduqué par la pornographie. On parlait tout à l'heure d'éducation sexuelle. Malheureusement, je pense beaucoup d'hommes avoir eu la pornographie comme modèle, qui est pas très bon modèle malheureusement. Et tout ça pour dire qu'effectivement, je trouve que quand on revient au corps, en tout cas l'écoute de son corps, à ce qu'il veut là, ici, maintenant, et à ce plaisir solo ou peut-être en duo dans le corps, il n'y a plus ce sentiment, comme tu disais tout à l'heure, finalement, même après l'orgasme, ou même après avoir la fin, il y a une espèce de sentiment soit de honte, ou un sentiment qu'il y a un truc qui est pas bien en fait, ou qui manque. Je sais pas si tu vois ce que... Je pense que c'est important justement de s'occuper de ça, parce que mon point de vue, c'est qu'il les humains ont besoin de faire l'amour, de sexualité beaucoup plus que les corps en ont besoin. Ça fait du bien, ça rééquilibre les corps. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, oui. Quand c'est bien fait. Donc, je vais le dire autrement, les humains ont un grand besoin de, ça c'est mon opinion, là, de sexualité saine. Donc, il y a beaucoup à côté de, tu sais, chacun essaye de combler ses besoins comme il peut, tu sais, puis oui, tant que tu restes dans le paradigme, justement, que c'est quelque chose de mental, à ce moment-là, ben, ça va être plus la pornographie ou les fantasmes qui vont alimenter ta sexualité, puis je l'ai fait beaucoup, puis ça va permettre d'endormir ou de s'engourdir un peu, ou d'oublier pour un temps que mes besoins sont pas satisfaits, tu sais. Puis c'est pas sain non plus, c'est que ça devient comme une drogue assez rapidement, puis tu sais, une addiction. Exact. Oui. Une dépendance. C'était ça. Mais c'est intéressant quand tu commences à t'occuper de ça, mettons, puis de regarder dans quel moment, c'est quoi mon impulsion, tu sais. Puis souvent, tu peux t'apercevoir, ou je peux m'apercevoir que je me sens pas bien, j'ai un inconfort, tu vois, donc ça peut devenir comme une genre d'échappatoire pour fuir quelque chose, tu sais. Fait que là, pendant un grand ou un petit moment, je vais avoir l'esprit complètement absorbé dans mon écran, tu vois, combiné aux sensations physiques. Puis c'est un peu comme les jeux vidéo ou n'importe quoi qui est addictif, tu sais. Ça va me déconnecter de moi-même, en fait. Donc, la pratique, comme tu dis, de masturbation consciente, par exemple. Donc là, c'est vraiment le contraire. Donc l'intention, c'est de créer plus de connexion avec moi.
Donc, je pense que c'est important de transformer cette pratique-là aussi. Tu sais, ça me paraît difficile de continuer à avoir une masturbation, si tu veux, pornographique, on va dire comme ça. Ça peut cohabiter un certain temps, mais je veux dire, faut que ça soit comme quelque chose qui s'en va, là, tu sais, qui est transformé aussi. Donc, moi, j'encourage à transformer sa pratique en solo déjà, mais c'est pas évident parce que justement, quand tu le fais pour fuir quelque chose, ben si tu t'occupes pas de ce que tu fuis, cette addiction-là va être remplacée par une autre. Le gros du travail pour se connecter à soi, c'est d'accueillir ces charges émotionnelles, tu sais, ces traumas, toutes les carapaces qu'on a, tous les petits traumatismes, les petits ou gros traumatismes qu'on a vécu enfant, puis qui ont façonné notre personnalité, tout ça. Donc, quand je me sens activé par une situation, par quelqu'un, tu vois, ça vient pointer quelque chose en moi qui a besoin de mon attention puis de mon amour. Donc, si je m'accorde ce temps-là pour être avec mon inconfort, pour le ressentir pleinement, puis l'accueillir sans condition, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se détend, qui s'ouvre, qui se transforme. Si je suis dans plus la réaction ou l'activation, puis là, je vais plus chercher à l'engourdir ou à m'en distraire, mais à ce moment-là, je vais juste repousser le problème à plus tard, puis il va revenir. Il n'y a pas vraiment de mouvement ou d'évolution qui se crée quand je fais ça. T'sais. Fait que c'est ça, c'est beaucoup ça. Si j'observe mon quotidien, c'est beaucoup ça qui me sépare de la présence. Une grosse couche d'inconfort ou d'armure que j'ai pas envie d'aller contacter parce que je me sens pas bien dedans, tu sais, dans mon corps. C'est pas confortable, tu sais. C'est contracté, j'ai des boules, c'est toutes sortes de symptômes donc la respiration est un bel outil justement pour aller accueillir ces inconforts-là. Donc, sur ce chemin-là, l'inconfort est mon ami. c'est pas mon ennemi. Et tu parlais de détente. J'ai cru comprendre que c'était effectivement très important pour dans ce, on va dire, ce processus, en tout cas cette pratique de sexualité connectée. Comment c'est avec la respiration notamment que tu te détends avec ta partenaire, avec Julie? Il faut que ce soit nommé, que les deux soient dans cette conscience-là que tu vois, l'image qui aide à comprendre, c'est quand je suis quand mettons j'ai des tensions physiques, j'ai les épaules coincées. C'est comme si mon énergie a de la misère à circuler parce que c'est crispé, tu vois. Les muscles sont tendus, le sang circule pas bien, l'énergie non plus. La sexualité, c'est la même chose. Si mon intention, c'est de partager mon amour puis d'en recevoir, tu sais, que ça circule, en fait, entre nous, que ça soit un partage, à ce moment-là, plus nos corps sont tendus, moins ça circule, tu vois. À ce moment-là, on est plus dans on comprime nos corps, on les crisme pour arriver à créer une tension, puis un pic, puis tout ça, mais ça, généralement, ça fait que, au lieu que tous nos corps en profitent, que tous nos corps puissent, que nos deux corps puissent se partager leur énergie pleinement, puis que ça se diffuse dans le corps, ça reste plutôt localisé là où je comprime vers la région des sexes, finalement. La difficulté pour arriver à ça, c'est quand je commence à relaxer puis à tout ça, mon corps est tellement habitué de carburer à la friction que je m'aperçois que je ressens rien, tu sais. S'il y a pas de mouvement, ou il y a pas assez de mouvement, là, c'est comme... Puis donc là, il commence un travail, justement. Dans un de mes textes, j'ai appelé ça traverser le no man's land, en fait, parce que c'est comme une période un peu désertique où j'ai l'impression que c'est ça, tu sais.
arrêter de bouger ou tu sais, j'ai pas commencé à... Il faut comme traverser ce petit désert-là qui est pas si gros que ça pour récupérer de la sensibilité, pour que le corps commence à avoir le temps, tu sais. Parce que sexuellement, tu vois, le vagin, c'est un espace d'accueil, tu sais, c'est dans la polarité de réceptivité, puis le pénis, c'est plus dans la polarité dynamique où il va offrir, mais dans la sexualité conventionnelle, souvent la femme a pas le temps de se détendre, tu sais. C'est pas le temps d'être dans l'accueil, tu sais. Tout va trop vite, c'est poussé, il faut comme que le vagin reste contracté pour se protéger, parce que s'il y a pas assez de présence, on va plus être dans quelque chose de l'ordre d'un piston mécanique, tu sais, qui c'est pas organique, tu vois, donc, quand on ajoute de la présence dans le mouvement, naturellement, il va ralentir, puis même des fois stopper, mais aussi vraiment plus, on bouge ensemble, tu sais, on est dans quelque chose plus de l'ordre d'une certaine danse, ou avec toutes sortes de mouvements. Mettons une symphonie avec toutes sortes de mouvements, d'envolée ou pas. Tu sais, c'est pas quelque chose de linéaire, comme un peu où on part d'en bas de la montagne, et puis on se met à courir, puis c'est ça, selon une courbe exponentielle. C'est marrant, si on changeait un peu les mots et le contexte, on pourrait presque prendre toute cette discussion et la transposer sur notre société et son fonctionnement. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer le monde, en fait, mais c'est ça, c'est pas, je te dirais, c'est pas le temps le monde qui est à changer, c'est plus, plus je descends vers l'intérieur, plus le monde change pour moi, tu vois, parce que c'est mon regard qui change, ou c'est, plus je suis identifié à ma personnalité de surface, plus le monde est polarisé, plus c'est bien, c'est mal, j'ai des besoins non satisfaits, tout ça. Puis plus je plonge dans mes profondeurs, plus je me connecte à ma propre source, si tu veux, plus j'entre dans quelque chose de paisible, ou de... Ouais, c'est pas paisible dans le sens que c'est monotone ou il se passe jamais rien. C'est plus dans le sens de être connecté à son espace de présence. Ça crée beaucoup de sécurité à l'intérieur. Parce que ça soit orageux ou plein soleil en surface, à l'intérieur, tu vois, le lien est toujours là. Je me sens nourri, je me sens pas en manque, ou parce que je suis connecté à ma présence, qui est toujours là, qui est dans l'amour inconditionnel à chaque instant. Et tu parlais de textes tout à l'heure, donc des textes que tu publies sur ton site au-delà des écrans. J'en avais sélectionné un, est-ce que tu m'autorises à le lire? Ben oui. Et ça va un peu reprendre ce dont on parle ce dont on parle depuis le début. Moi, j'ai sélectionné faire l'amour en restant chez soi. Dans ce monde où j'ai grandi, j'ai appris qu'il était normal et même souhaitable de m'oublier pour faire passer les besoins de l'autre avant les miens. Aussi, j'ai grandi avec le souci constant de faire plaisir, d'être au service, toujours disponible pour les gens qui m'entourent. En transposant cette croyance dans ma sexualité, je me suis imaginé que je devais être un amant parfait en toutes circonstances. Le fardeau de la performance a bien des visages. Aujourd'hui, je me sens plus détaché de la course à l'orgasme, mais j'observe qu'il m'arrive souvent de me demander si je suis assez présent, si je suis dans la bonne fréquence, si mon intuition est juste. Toujours cette pression qui, tel un caméléon, se transforme pour mieux se faire oublier, pour mieux se dissimuler. Quand je m'identifie à ce quelque chose en moi qui veut performer, qui cherche inconsciemment un moyen pour se valoriser, mes caresses se retrouvent alors teintées d'un objectif à atteindre qui me sort du moment présent. Inconsciemment toujours, je tente alors de reproduire une recette qui a déjà fait ses preuves dans le passé et qui, je l'espère, saura confirmer ma valeur une fois de plus. Quand j'arrive à prendre du recul, à sortir ce schéma de l'ombre, je reprends contact avec l'instant présent en respirant profondément pour déplacer mon focus dans mon propre corps, pour m'occuper d'abord de moi. Je reconnais que c'est tout un défi pour ma vieille croyance. Étonnamment, c'est vraiment en restant chez moi, en passant par l'intérieur, que je peux vivre la connexion avec elle. Ce n'est pas si grave de m'interroger, nous le faisons tous, tant que je ne cherche pas les réponses dans mes pensées.
si je reste dans ma tête, à calculer, à mesurer, à me demander si je fais ce qu'il faut. Alors je suis coupé de mes profondeurs silencieuses, de cette sagesse intemporelle qui m'habite et qui naturellement connaît si bien cette musique, cette danse toujours nouvelle de nos corps entrelacés. C'est ouais, moi j'adore. Ça fait du bien d'entendre ça. et je trouve qu'elle résume bien ce qu'on a dit, ce qu'on a partagé, en tout cas ce que tu nous as partagé depuis le début. Et tu parles de « je peux vivre la connexion avec elle ». Elle, c'est ta compagne, Julie. Comment tu l'as vécu quand, donc, comme tu l'expliques dans ton livre, je crois, c'est après un voyage qu'elle a fait en Australie, et que du coup, d'une certaine façon, elle est venue bousculer, chambouler votre amour, votre sexualité. Comment toi, en tant qu'homme, tu l'as pris, cette remise en question, finalement? Ma personnalité de surface a été assez contrariée de ça. Tu sais, c'était comme un sujet qu'on discutait à l'occasion, tu sais, puis là, c'était vraiment un tournant où on sortait du schéma. Le schéma qui était là avant, c'était de pas se parler, en fait. De plus se plaindre à des moments quand t'en pouvais plus, tu te plaignais, mais tu sais, finalement, il y avait rien qui bougeait nécessairement, tu sais. Là, je trouve c'est pour moi, c'est super important. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est positionnée. Donc, elle a pris un risque, dans le fond. C'était pas un positionnement style chantage, c'est plus voici ma vérité, puis je me sens intègre, puis pour moi c'est plus question de pas me respecter ou de vraiment continuer dans quelque chose qui me fait pas du bien, qui me déconnecte de moi, tu sais. Fait que en surface, j'ai été assez contrarié. J'ai vécu beaucoup d'émotions, de me sentir dévalorisé, pas à la hauteur, tout ça, tu sais, il y a toute l'image que j'avais de moi-même qui a volé en éclats, là, tu sais. Mais en profondeur, ça m'a fait vraiment du bien. J'étais content parce que ça annonçait quelque chose, tu sais. Ça annonçait un voyage ou tu sais, mon espace de présence se réjouissait de ça, tu sais. Fait que c'était comme différent dans la surface, dans la profondeur. Ouais. Puis c'est ça, c'est quand tu fais quand il y a des moments comme ça de positionnement où des choses sont dites puis qui sont claires, sont nommées, tu peux comme plus revenir en arrière puis faire semblant que c'est pas dit. Fait que tant que tu restes dans le flou, dans l'évitement, que tu nommes pas de choses précises, tu peux toujours naviguer dans les autres eaux. Une fois que c'est dit, c'est nommé, là, pouf, tu peux plus le remettre en dessous du tapis, si tu veux. Fait que je pense que c'est c'est bon pour tout le monde, mais je pense que les femmes en particulier, je pense que moi je les encourage à faire ça, tu sais, de vraiment se positionner. Oui, c'est confrontant pour l'homme. Moi, ça a été confrontant pour moi, mais en même temps, ça a vraiment suscité une évolution, tu sais. Puis, mais bon, ça se peut que j'aurais pu partir aussi, tu sais. C'est comme... C'était qui te double. Ouais, c'est ça. Mais... Ce que je trouve beau, en tout cas, à ce que j'en ai compris, c'est qu'elle a exprimé, comme tu dis, elle s'est positionnée, elle a exprimé son besoin, sans te dire ce que tu avais à faire. Et c'est peut-être là, justement, qui a fait que tu n'es pas parti. C'est qu'elle t'a laissé, elle t'a dit, moi, j'ai besoin de ça. À toi de trouver les clés de ton côté pour toi et pour nous, quoi. Ouais, exactement. Ça a réveillé un peu le chevalier ou ouais, mais c'est un archétype dans l'imaginaire, dans le monde intérieur masculin, tu sais, puis quand je dis archétype, c'est comme une sorte d'énergie à laquelle tu peux te connecter puis qui te transporte quand t'as besoin, tu sais. Elle te challenge encore aujourd'hui ou... Ah oui, toujours.
Ça m'a pris quand même beaucoup d'années pour finalement comprendre jusque dans mon corps que ce que je cherchais dans ma tête, c'est-à-dire un espace confortable avec un fauteuil puis des pantoufles où tout serait accompli, n'existe que dans ma tête, que dans mes fantasmes. Fait que finalement, la vie de couple telle que je la conçois, ça reste une danse ou des fois les amants se tiennent par la main, des fois ils s'échappent, puis des fois là, on est obligé de ramer un peu pour se retrouver. Pour se retrouver, ouais. Puis non, on se perd, c'est comme c'est l'image que j'avais trouvée dans un texte, je crois, je sais plus trop, mais c'était t'as comme deux bateaux dans une mer agitée qui essaient d'aller dans la même direction, tu sais. Forcément, c'est pas si facile, tu sais. Parce qu'on reste deux personnes avec leurs propres histoires, les bagages. Fait que l'idée, c'est que même quand on est contrarié ou quand on vit des émotions où on aurait envie d'accuser l'autre, c'est vraiment systématiquement de tourner son regard vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça vient toucher? De toujours garder à l'esprit qu'on est dans la même équipe, tu sais, qui est beaucoup de projections que je mets sur l'autre. Donc, ramener ça à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me fait toucher? Tu sais, qu'est-ce que tel comportement qu'elle a me met en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait toucher à l'intérieur? Là? Tu sais, fait que c'est beau parce que quand tu arrives à ce que tes conflits, tu arrives à trouver un sens à tes conflits, un sens à tes déclenchements émotionnels, à ce moment-là, ça devient des cadeaux. Puis, dans le couple, les conflits deviennent des moteurs d'évolution. Tu sais. Tant que t'as pas atteint ce carrefour-là, où là, à chaque fois qu'il y a un conflit, c'est la faute de l'autre, puis j'arrive pas à reprendre mes projections, puis à voir qu'est-ce que c'est m'y toucher. À ce moment-là, on reste dans le schéma où l'autre doit changer pour que je me sente mieux. Tu vois? Quand je suis dans ce schéma-là, je prends pas la responsabilité de mes émotions. Fait que tout à fait. il peut pas avoir de vrai changement parce que je vais rester dans une position où j'ai aucun pouvoir. C'est l'autre qui doit changer pour que je me sente mieux. Puis tant qu'il le fait pas, tu vois, on reste figé dans quelque chose qui est figé finalement, qui est pas vivant, puis ça bouge pas, tu sais. On attend la solution de l'extérieur. Ouais, c'est ça. Fait que dès que j'ai du ressentiment par rapport à mon ou ma partenaire, tu sais, c'est important de faire un travail d'aller voir avec curiosité, de ressentir, d'écouter à partir de la présence, justement, d'écouter qu'est-ce qui se dit dans ma tête, de ressentir les émotions pour offrir de l'empathie à ce qui est à l'intérieur, puis que ça puisse se sentir entendu, puis se détendre, puis tu vois, autant à l'extérieur, la plupart des gens ont besoin d'empathie. Donc, quand je dis empathie, c'est d'être entendu, d'être écouté sans condition, tu sais. À l'intérieur de nous, c'est la même chose. Hein. Il y a beaucoup d'agitation et beaucoup de l'auto-empathie. Qui ont faim, ouais. L'auto-empathie, c'est super bon. Toutes sortes de méthodes, de techniques pour connecter à son essence ou à sa présence, puis à partir de cet espace-là, s'offrir de l'amour inconditionnel ou de l'empathie. Et avec Julie, comment vous en êtes venu à accompagner finalement d'autres couples, justement? Je dirais que c'est parti d'un élan de partager un peu ce qu'on, au-delà des textes, de partager un peu notre, je vais dire méthode, si on veut, nos prises de conscience, puis quand j'écris des textes, bon, c'est assez court, c'est quelques paragraphes, ça permet pas de tout partager, en fait. On reste plus j'essaie de faire comme une peinture ou de partager une vision, mais concrètement, il y a plein de choses qu'on peut dire aussi,
un peu au niveau de la technique, quel truc qui va bien, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit, comment finalement amorcer cette transition-là d'une sexualité plus classique à quelque chose de plus organique. Tu sais, ça va être ma nouvelle étiquette, sexualité organique. Puis là, on va lancer notre... Avant la pandémie, on avait préparé une retraite pour les couples, donc là, on la redonne cet printemps. Là. Ça va être au début juin à Québec. C'est pas encore annoncé, mais presque. Là. On retourne un peu dans cet élan-là de justement d'offrir un peu de partage au suivant, comme on dit. Là. Moi, j'ai beaucoup reçu par des auteurs qui ont partagé leur vision, tout ça. Puis essentiellement, dans le fond, il y a beaucoup de croyances à remettre en question au début. Puis après ça, trouver un chemin vers soi-même, puis pratiquer, explorer tout ça. C'est beaucoup un chemin de pratique, finalement. Passer par l'expérience, oui. Ben oui, c'est ça. C'est important d'avoir, je dirais, de s'informer, parce qu'il y a une éducation sexuelle dont tu parlais qui est absolument pas faite. Même quand tu regardes un peu dans ce que j'appelle un peu les revues féminines, là, où t'as des sites où tu vas avoir souvent on reste dans le schéma des 10 meilleures façons de l'amener au 7e ciel ou des choses comme ça. C'est pas tant pour moi ça reste un peu dans le classique, puis c'est pas ça qui amène la nourriture un peu qu'inconsciemment on cherche, tu sais. Oh, justement, voilà, j'ai cité un de tes textes, là tu parlais encore de ton texte, et le fait justement d'avoir, pour ton couple, pour ta sexualité, d'être revenu à une certaine intériorité, décidément. Est-ce que justement dans ton inspiration pour tes textes, côté poétique, ça t'a amené à justement avoir plus d'inspiration, de création? Oui. Je me suis... Attends, je vais dire plus, ça. Savoir. En même temps, c'était une question fermée, donc voilà. Ouais, c'est ça, oui. Mais non. Ouais, ben oui, ça m'aide à me connecter avec plus de profondeur à l'intérieur, puis aussi, tu sais, ça permet de parler de ça, c'est que autant, tu sais, dans la sexualité classique, comme il y a beaucoup de tension, de compression, de tout ça, donc il y a beaucoup de... Ça laisse une trace ou un impact dans le corps, c'est-à-dire de la tension. Puis cette tension-là s'accumule, c'est avec le temps, puis même, je dirais, avec le transgénérationnel, puis il y a comme beaucoup de tension d'accumuler dans la sexualité, d'émotions refoulées, de tout ça. Donc, quand on transforme sa sexualité, donc là, on se donne l'espace, puis on se détend, donc au début, puis même ça continue toujours, je te dirais, il commence un travail de libération, justement, des choses qui sont tendues, ça peut être physiquement, les muscles vont commencer à se détendre, les émotions refoulées vont remonter, donc il y a vraiment un travail de pacification de l'intérieur, de détente, puis de nettoyage qui se fait par rapport à ce qui est accumulé dans ce qu'on peut appeler les armures, ou il y a toutes sortes de mots pour ça. Donc forcément, nos cuirasses commencent à s'assouplir puis à devenir un peu plus minces, puis donc c'est plus facile d'aller plus en profondeur à l'intérieur. Donc oui, la connexion avec soi-même devient plus profonde, plus on va dire un peu plus facile à atteindre, parce que t'es moins rigide. C'est toujours un chemin, là, je veux dire, j'arrive jamais à destination. C'est tout le temps difficile pour moi parce que c'est comme des couches d'oignons, là. Il y en a toujours, tu sais. Mais en fait, tu vois, ça. Donc quand je veux écrire, j'écoute une chanson là,
qui m'aide à entrer dans le bon espace pour l'intérieur, pour connecter avec le cœur, puis après ça, des fois j'ai une idée pour commencer, des fois j'ai même pas d'idée, puis j'ai un espace, fait que je sens qu'il y a quelque chose qui monte. Qu'est-ce qui a besoin d'être nommé ou d'être mis en mots, tu sais, puis c'est comme ça que j'écris. Ouais. Moi, je voulais savoir si du coup ça avait aussi changé d'autres aspects de ta vie au-delà de, là on parlait du coup de sexualité, poésie, écriture. Qu'est-ce que ça a changé dans d'autres domaines de ta vie? C'est ça qui est merveilleux, c'est que quand tu te connectes avec plus de présence et tu fais de la place en toi, c'est comme si au lieu de regarder ma vie, puis ce que je suis à travers des lunettes de plus en surface, c'est comme si ça va être mon regard va être de plus profond, tu sais. Fait que mon regard va être moins teinté de bien mal, du jugement, tout ça. Donc, comme pour moi, la vibration qui est associée à la présence, c'est vraiment une paix puis une joie sans condition. Tu sais, je me sens joyeux, pas parce que je vais obtenir un cadeau ou que quelqu'un me dit que je suis beau, tu sais, des choses comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de raison pour que parce que c'est comme mon état naturel. Donc, plus je me connecte à ça, plus je m'identifie à ça quand je dis mon je s'approfondit, tu sais. Puis là, donc mes journées sont plus, je dirais, plus ancrées, plus paisibles, plus profondes. Ouais, je me sens moins ballotté par les remous extérieurs, même s'il y en a autant qu'avant, si tu veux, mais je dirais qu'il y a ce que j'appelle le drame. Le drame, c'est quand je réagis émotionnellement puis je projette ça à l'extérieur. Donc, il y en a beaucoup moins dans ma vie qu'avant, tu sais, parce que dès que je vois qu'il y a quelque chose qui m'active, je vais aller regarder à l'intérieur qu'est-ce que ça vient toucher, tu sais. Puis des fois, je trouve pas toujours le sens tout de suite, mais je finis par le trouver, puis là, ça fait du sens. Puis il y a un schéma qui se défait tranquillement, tu sais. Fait qu'au lieu de vivre ma vie, mais j'en ai encore des schémas, là, mais je veux dire, au lieu que ma vie soit un gros schéma ou un programme informatique où je fais toujours la même chose, même si en apparence, c'est pas toujours les mêmes choses, mais à l'intérieur, c'est figé, c'est toujours la même chose qui se passe, les mêmes journées, mais là, c'est plus vivant, tu sais. Il y a un certain... plus quelque chose de l'ordre d'un chemin là, qui est là. C'est pas, je suis pas sur un tapis roulant regarder un écran. Je suis plus dans une expédition. Là. C'est ça qui est merveilleux. À l'intérieur, c'est aussi vaste qu'à l'intérieur. Donc, c'est jamais... c'est vraiment... Comme ils disent dans Star Trek, l'ultime frontière. On arrive bientôt à la fin de cette interview. J'avais un autre passage que je voulais lire de tes textes. Cela m'a pris longtemps pour vraiment ressentir cette fameuse ouverture du cœur, pour la vivre dans le corps au lieu de la chercher dans mes pensées. Cette ouverture du cœur, comment elle se fait? C'est une bonne question. Ça fait longtemps qu'on me l'a pas posé. Donc, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais te répondre maintenant. Je te dirais que maintenant, je dirais, si mon cœur est pas tellement ouvert, si mon cœur est protégé, c'est qu'il y a quelque chose qui souffre en dessous, en dedans. Donc, je commencerai par offrir de l'empathie à qu'est-ce qu'il garde fermé. Souvent, ça va prendre la forme d'un dialogue intérieur quand il y a des choses qui me contrarient. Donc, de vraiment offrir de l'empathie à ce que j'appelle des parties défensives là, qui protègent quelque chose de vulnérable, tu sais.
pour que peu à peu, ces parties-là se sentent entendues, puis reconnues, puis s'assouplissent tranquillement pour qu'ils deviennent un peu plus perméables. Tu vois. Ça revient toujours à la même chose, hein. En fait, tout ce qui souffre en nous, en moi, ça cherche toute la même chose. C'est d'être vu, d'être accueilli sans condition. C'est un peu les choses qu'on n'a pas reçues quand on était enfant, parce qu'on vit dans un monde comme ça, tu sais. À l'intérieur, il y a une faim incroyable de ça. Donc, est-ce que j'ai des espaces dans ma vie où je peux m'offrir cette qualité-là d'amour à moi-même, donc qui prend la forme d'un accueil à partir de ma présence? C'est ça que je répondrai aujourd'hui. C'est peut-être moins accessible. Ça demande c'est pas si complexe. Je suis capable d'écouter un ami sans condition. Est-ce que je suis capable de m'écouter moi-même sans condition, c'est-à-dire sans me juger puis sans avoir d'agenda pour ben là si t'es comme ça, faut que je te répare, tu sais, ou que je te trouve des solutions. Donc il y a toutes sortes de façons de faire ça. Travail personnel, méditation, yoga, les cercles d'hommes, les groupes de femmes. Je dirais que déjà d'en avoir l'intention, ça crée un premier mouvement. Puis après ça, ben t'as des signes qui t'amènent vers, tu sais, la présence, notre espace de présence qu'on partage tous. Pour moi, il peut créer les conditions qu'on a besoin tant qu'on a une intention. Tu sais. Après ça, si je m'engage, si je me pose une question, la réponse est déjà là à quelque part. Donc, le théâtre extérieur va m'amener là, tu sais, naturellement, pour que je cueille la réponse. Donc, c'est comme de s'abandonner un peu rationnellement, ça fait pas de sens, mais en fait, il y a comme une intelligence derrière tout ça, tu vois, qui est infiniment bienveillante, puis donc en avoir l'intention, puis après ça, ben confiance. Ouais, puis transformer sa relation à l'inconfort. Parce que moi, je me suis aperçu que ce qui me sépare de moi, c'est ma résistance à toucher à l'inconfort qui m'habite. Donc, mettons que ça me fait mal, ben je vais prendre un cachet, comme vous dites en France, ou une pilule pour pas ressentir cette douleur-là. Donc la douleur ou l'inconfort, je peux voir ça aussi comme un message que mon corps me donne, une information qui dit « Hey, regarde, à cet endroit-là, il y a besoin de ton attention. » Là, tu sais. Fait que si je regarde les espaces dans ma vie, c'est quoi les espaces dans ma vie où je suis dans la fuite, dans l'évitement ou dans l'engourdissement? Puis est-ce que je peux en prendre un puis ramener un peu de présence dedans, tu sais, au lieu de... Je vais prendre un moment, par exemple, pour respirer, essayer de me détendre, tu vois, pour... puis accueillir ce mal de tête-là, mettons. T'sais. Des fois, c'est pas possible, mais des fois, c'est donc d'être avec mon inconfort au lieu d'être contre. Vois-tu, c'est pas la même fréquence. Puis donc, par exemple, j'ai mal au ventre parce que, je sais pas, ou je veux une émotion forte, tu vois. Je peux l'engourdir ou la geler, prendre des drogues, ou je peux vraiment la vivre pleinement, même si c'est pas confortable, tu sais. La mettre en mouvement, tu sais. Donc, c'est toujours un peu, qu'est-ce que je fais avec mon inconfort? Donc, plus je choisis d'être avec moi, de garder la connexion, même si je me sens où je suis pas confortable, plus je crée de la sécurité à l'intérieur, puis de l'ouverture, puis de la détente. On pourrait dire ça. Super, merci. Juste avant qu'on se quitte, j'avais envie de rappeler donc du coup que avec Julie, du coup, vous avez sorti un livre qui s'appelle Cœur et sexe enfin réconciliés. Sinon, tu lances un stage pour hommes, présence et sexualité, ça se passe en ligne, c'est ouvert à tous les francophones, hein, c'est bien ça? Oui, c'est en français. Puis c'est ouvert à tous. Là.
Donc, l'intention, c'est vraiment de cultiver cette qualité de présence-là dont je parle un peu tout en revient à ça, finalement. Puis, parce que c'est ça un peu qui me permet vraiment de transformer cette sexualité, d'amener ma sexualité ailleurs vers quelque chose qui va plus répondre à mes besoins profonds. Donc, il me reste quelques places, là. J'ai 2 plages horaires. Allez voir sur le site web. Puis, Alors, on verra au moment de la diffusion. Je sais pas s'il restera beaucoup de jours et beaucoup de places, mais voilà. Ouais. Ça peut être pour une autre fois aussi. Et sinon, oui, j'imagine que tu accompagnes du coup les couples avec Julie. Et ça se fait juste en ligne ou vous faites que du présentiel au Québec? On peut en faire en présence, mais la plupart des couples sont éloignés. Là, ouais. Donc, c'est plus en visio. Okay. Ouais. Et si je me trompe pas, tu as participé aussi avec ton ami Jérôme Lavins à un stage fin mai en Ardèche qui s'appelle Au cœur du masculin, 4-5 jours entre hommes, je crois. Oui, j'en ai fait un en 2019 avant la pandémie. Après ça, j'ai pas été pendant la pandémie. Puis depuis, je suis en visioconférence pour une heure et demie, 2 heures quand on touche la thématique de la sexualité. Donc, c'est Jérôme qui donne ça maintenant avec son partenaire, comment il s'appelle? Jean-Luc Champougny. Voilà. Donc, j'ai les liens sur ma page web aussi. Donc, c'est vraiment un bel espace. Mm-hmm. Ça fait... C'est le fun d'avoir plusieurs jours, que ça dure longtemps pour vraiment aller de plus en plus profond à l'intérieur. Tout à fait. On va se quitter. Est-ce que tu as un dernier mot pour la route? Non, merci. C'est un chouette moment. Merci à toi, Loïc. Merci, un grand merci à toi, Jean-Philippe. C'est chouette de pouvoir discuter de sexualité entre hommes. C'est pas courant et moi, ça me fait du bien d'entendre ces mots. Et j'espère que ça fera du bien à d'autres hommes, mais aussi à d'autres femmes, de voir peut-être piocher des idées pour aussi dans leur vie de couple. Voilà. Eh bien, écoute, Jean-Philippe, je te souhaite une bonne journée. Toi, t'as encore toute la journée au Québec. Oui. Et puis à bientôt, peut-être dans nos contrées françaises, comme on dit. Ça marche. Merci beaucoup. Puis bonne journée à toi. Merci à toi aussi, Jean-Philippe. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.